la dernière conférence de la journée avant la keynote. Donc, ce sera Alexiane Motte et Emmanuel Etas, donc qui sont coachs agiles chez Zenica. Et ils vont vous parler de l'agilité dans le matériel, les mains dans le cambouis. Voilà, donc je vous laisse la main à vous. Merci beaucoup, Cyrielle. Donc, avant de commencer, nous, on voulait déjà remercier toute l'équipe d'Orga qui a fait un super boulot et nous, ça nous fait ultra plaisir de pouvoir faire une conf avec des gens en physique. Ça fait trop plaisir. Donc, merci d'avoir su réinventer le format de la conf malgré le contexte. Et on voulait aussi remercier ITS Service qui nous a super bien accueillis depuis le début de la journée. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci pour le restaurant. C'est quand même des moments importants. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Alexiane Motte. Je suis coach agile et ma petite particularité, c'est que je ne viens pas du tout du monde du IT. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans le matériel, dans les objets physiques qu'on peut toucher, dans différents métiers avant de basculer dans l'agilité avec un bel alignement des planètes et notamment une belle rencontre Alexandre Boutin que nous avons vu juste avant. Et donc, ça fait depuis 2017 que j'ai basculé dans l'agilité. Je m'appelle Emmanuel Etas, donc je connais pas mal de monde dans cette conférence. Je suis coach agile, tombé dans l'agilité il y a pas mal de temps. Moi, contrairement à Alexiane, c'est vrai que tout petit, je côtoyais des ordinateurs. J'en ai fait mon métier et en tombant par hasard sur des bouquins au début des années 2000, j'ai eu la tête un peu qui crépitait de choses humaines, de ludiques. Et j'ai commencé ce chemin donc, à cette époque-là. Alexiane et moi, on travaille pour la société Zenica, qui est une ESN du digital et qui accompagne aussi les entreprises, les équipes, les individus sur l'agilité et aussi bien sur des aspects techniques. Et pour la conf aujourd'hui, ce qu'on voulait vous présenter, c'est notre retour d'expérience dans l'agilité dans le matériel. Donc, on ne va pas vous expliquer une jolie méthode pour l'appliquer telle qu'elle dans votre entreprise. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est plus de vous raconter notre histoire en espérant que ça puisse faire écho chez vous, réagir, réfléchir, tout simplement. Alors, afin de mieux situer où sont nos participants, dans quel état d'esprit vous êtes et quel est votre contexte, un sondage qu'on va faire comme ça à main levée où on verra bien, soit lever la main en vrai, en physique, soit lever la main dans Zoom. Du coup, est-ce que vous travaillez en fait dans un contexte matériel, c'est-à-dire hors IT, c'est-à-dire que vous fabriquez des produits manufacturés qui demandent du plastique, du métal, enfin, peut-être aussi une partie digitale, mais la caractéristique, c'est d'avoir du matériel dans vos produits. Et en même temps, vous êtes dans un cadre agile et avec déjà en place ou à venir. Ça, c'est la situation numéro 1. Numéro 2, vous travaillez dans le matériel, mais il n'y a pas d'agilité à venir. Position numéro 3, c'est que vous ne travaillez pas du tout dans le matériel, mais vous êtes curieux. Et numéro 4, en fait, un peu comme peut-être une partie des gens qui sont dans la pièce ici, je suis là un peu en mode touriste. Et c'est tout à fait OK. Il n'y a pas de souci. Du coup, en 1, si vous êtes dans la première situation, donc matériel et agilité, si vous pouvez lever la main. Ah, on a Alex qui lève la main. OK. Situation numéro 2, vous êtes dans le matériel, donc dans le hardware, mais pas d'agilité démarrée ni en vue. OK. Situation numéro 3, je ne travaille pas dans le matériel, mais je suis curieux. Voilà. Donc là, il y a plus de monde. Et situation numéro 4, je suis là un peu en mode touriste. Bon, peut-être qu'en mode touriste, vous n'avez pas entendu ma question, c'est pas un problème. Alors, Alexiane, dis-moi ce qui va se passer là. Donc là, on va vous raconter notre petite histoire. Donc, il était une fois. Alors, je vais déjà cadrer, il n'y aura pas de jolie princesse, de beau prince, etc. On verra pour la cliente comment ça va se passer. Par contre, on va vous donner quelques petits éléments de contexte de cette histoire.
Donc là, on va vous parler en fait d'une transformation dans laquelle on travaille tous les deux avec Manu. C'est sur des produits électromécaniques. Donc, pour imaginer des objets, ça va la boîte à chaussures, un frigo. Donc, il y a un petit peu toutes les tailles d'objets avec, comme il dit, des pièces métalliques, des pièces plastiques, il y a de l'électronique, il y a des moules de différentes matières, mais c'est beaucoup de choses physiques, que des choses physiques. Le nombre de personnes, donc là, il y a 500 personnes qui travaillent dans la BU, dans la business unit, dans la partie d'entreprise dans laquelle on a été appelé pour intervenir pour faire cette transformation agile. Quand on arrive, en fait, on est sur des projets en cycle en V, avec une organisation très hiérarchique. Et ensuite, pour vous donner aussi un petit peu plus d'éléments de contexte sur qu'est-ce que c'est le matériel, qu'est-ce que ça implique et quelles peuvent être les problématiques de mettre l'agilité dans le matériel, on voulait en fait vous montrer un exemple de délai qu'on a quand on parle de matériel. On n'est pas du tout dans le même monde que l'informatique, on a des délais de réalisation qui sont très longs. Donc là, l'exemple qui est noté, c'est pour réaliser des prototypes fonctionnels. Donc il y a toute une étape où en fait on a des designers qui conçoivent, qui font des plans 3D, 2D, qui avec les différentes mesures. Ensuite, on va avoir des fournisseurs. On est là dans le cadre d'une entreprise qui fait que, et ce n'est pas négatif, de l'assemblage. Ce n'est pas eux qui réalisent concrètement les pièces. Donc on va voir des entreprises qui font de l'assemblage, on va les consulter pour obtenir un prix, un délai, etc. Ensuite, il y a le temps de réaliser ces outillages. Quand on parle de pièces plastiques, réaliser un moule de pièces plastiques, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 9 mois, ça peut prendre 1 an. C'est des délais qui sont très longs. Ensuite, il y a le délai pour assembler les pièces en mode Lego, entre guillemets. Et une fois qu'on a ce prototype, on passe pour faire des tests et vérifier qu'ils fonctionnent. Il y a des essais, si on ne réserve pas les labos 6 mois à l'avance, il n'y a plus de place dans les labos. Donc les délais, ils sont très longs. Et forcément, quand on arrive avec l'agilité en disant « l'agilité, c'est génial, vous verrez, on va faire des itérations et tous les 15 jours, on délivre ». Le message, il ne passe pas vraiment. Il y a une certaine incompréhension. Alors nous, quand on intervient en fait dans le contexte de ce centre de R&D, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre centre, donc dans la même entreprise, un autre centre de R&D qui a déployé une transformation agile quelques années auparavant et il y a déjà de la valeur qui a été apportée grâce à cette transformation agile. Donc on est un petit peu dans un esprit de compétition. Il faut aussi que le centre de R&D dans lequel on bosse, on ait rapidement des résultats. Forcément, dans une entreprise, entre centres de R&D, il y a une certaine compétition qui se passe. Donc là, il y a des objectifs de la transformation agile qui sont définis par le management. On a 2 équipes pilotes qui sont aussi définies par le management. Et là, on nous donne les rênes en disant « Go, lancez-vous pour l'expérimentation ». Je vous propose d'aller un peu plus dans le détail de cette organisation. Il y a pas mal de métiers qui interviennent, qui collaborent. On a du marketing, de la conception, des achats, de l'industrialisation, des gens qui font du test, de la vérification. Il y a des chefs de projet, il y a des planificateurs aussi. Il y a un métier qui est un planificateur, lui qui gère des plannings, etc., qui aide à la coordination entre ces différents métiers. On a des gens à la qualité. Alors ça, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais ça donne une idée de la largeur des compétences à gérer pour réaliser ces types de produits. Et en même temps, dans des métiers, on a des spécialistes et des experts. Par exemple, si on prend des concepteurs, c'est des pièces de mécanique, au niveau de la couture, donc au niveau aussi des capteurs. Si on regarde l'industrialisation, on a des spécialistes du plastique, du métal, et donc on a des métiers différents, mais en plus des spécialisations qui sont assez élevées. Alors, on avait parlé d'une organisation hiérarchique. Elle est hiérarchique, elle est aussi silotée par métier.
C'est-à-dire qu'au sein des métiers, on a toute une hiérarchie avec des responsables, avec des leaders et ensuite des ingénieurs donc, qui, eux, travaillent. On va dire, souvent on les appelle, il y a un terme des doueurs, mais je dirais c'est au sens noble, hein, c'est pas pour rabaisser ce rôle-là, au contraire, c'est vraiment les gens qui produisent, qui font travailler leur cerveau. Au niveau, donc on a des niveaux hiérarchiques qui peuvent être à 4 niveaux, et là on représente un produit. Donc ce produit est composé de sous-modules, hein, ça peut être de l'électronique, ça peut être du plastique, etc. Et donc ces sous-produits aussi, dans une organisation projet, eh bien, on va avoir quand même une certaine complexité introduite par ces différents niveaux de responsabilité, de leader, etc. Et en même temps, il va y avoir des personnes qui vont collaborer autour d'un composant X, Y ou Z. Donc on peut voir qu'au final, ça va faire beaucoup de monde à impliquer sur un produit et à coordonner. Donc, alors bien sûr, on n'a pas forcément une personne qui va travailler sur un projet dédié. Bien sûr, ça serait beaucoup trop facile. Donc, en fonction de différents paramètres, on va avoir effectivement des personnes dédiées, mais des fois des personnes qui vont être sur plusieurs projets à la fois. Ça peut aller jusqu'à, voilà, ça peut être 10%. Dans des cas vraiment extrêmes, ça peut tourner autour des 10%. Donc, en même temps, on a ce problème de disponibilité du fait que de perdre des compétences soient partagées. Alors, du coup, on est un peu embêté. Qu'est-ce qu'on se propose de différent? Je voulais juste vous faire une petite anecdote. C'est qu'en fait, moi, j'ai travaillé dans ce genre d'organisation projet. J'ai été planificatrice projet dans des projets organisés tels quels. Et c'est vrai que moi, je me retrouvais régulièrement à voir des petites personnes, l'ingénieur conception, la personne qui s'occupe de l'industrialisation des pièces plastiques, qui venait me voir et qui fait « Alexiane, je suis totalement perdue ». J'ai le responsable design projet qui est venu me voir il y a 3 heures en disant « bosse là-dessus, c'est urgent, c'est prioritaire pour ce soir, etc. » Il y a 2 heures, il y a le responsable d'industrialisation projet qui vient me voir en disant « bosse sur une autre chose, c'est prioritaire, c'est urgent, etc. » pour ce soir. Et là, j'ai le chef de projet, il y a 5 minutes, il vient me voir, il me demande encore autre chose. Et les personnes étaient perdues. Ils avaient une charge par-dessus la tête et ils ne savaient plus quelle était la vraie priorité, en tout cas la priorité pour aligner tout le monde et pour mettre les énergies tous dans la même direction. Alors du coup, on arrive et puis qu'est-ce qu'on propose? Alors en fait, l'objectif premier de la transformation agile, c'était de casser ces silos et de recréer de la collaboration au sein des métiers. Et donc là, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on ne va plus couper par métier, donc les designers d'un côté, les industrialisateurs de l'autre, les acheteurs de l'autre, et on va plus le découper par petits bouts du produit. Et on va essayer de mettre ensemble toutes les personnes qui contribuent sur ce petit bout de produit. Et là, on met aussi en œuvre un cadre, un rythme qui s'inspire beaucoup du Scrum, où on va cadencer, alors plus sur des itérations au mois, en disant qu'on va avoir une instance en démarrage pour se synchroniser où on va, qu'est-ce qu'on va faire sur le mois, des instances au milieu de SIM ou stand-up, donc SIM c'est pour Short Interval Meeting, et ensuite on va faire une démo et une rétrospective. Et clairement, quand on annonce ça, déjà on va casser le biais, on dit la démo, ça ne va pas être forcément dans un esprit de délivrer quelque chose au client, mais déjà de délivrer quelque chose d'un point de vue projet. Qu'est-ce qu'on termine au sens du projet et mettre un rythme autour de ça. Donc on essaie de changer l'organisation et de proposer ce cadre. Alors clairement, c'est ce qui a fonctionné dans l'autre entité de l'entreprise. On essaie de reproduire le même modèle qui a fonctionné. Et donc on commence nos 2 pilotes. Donc on va d'abord faire une première phase de sensibilisation sur qu'est-ce que c'est l'agilité auprès de l'équipe de management, pour qu'ils comprennent vraiment bien qu'est-ce que c'est l'agilité, qu'est-ce que ce n'est pas. On prend le temps d'interviewer chaque personne dans l'équipe pour créer du lien aussi avec les personnes, qu'elles nous connaissent, qu'on comprenne aussi un peu mieux le contexte, la problématique de chacun. On fait cette sensibilisation à l'agilité au niveau de l'équipe
qu'on part tous avec le même niveau de compréhension sur ce que c'est l'agilité. Et ensuite, on se dit, ben voilà, nous, on vous propose de découper comme ça, on vous propose ce rythme-là. Qu'est-ce qui conviendrait chez vous? Comment vous pourrez découper votre projet dans votre contexte? Quelles sont la périodicité? Donc, nous, ce qu'on vous dit, c'est le matériel. Il y a beaucoup de projets qui sont à 1 mois. Est-ce que vous voulez essayer 2 semaines, 3 semaines? Pas plus d'1 mois, et ça, c'est une contrainte qu'on leur impose. Parce que, alors ça, c'est une conviction, c'est que de toute manière, arriver à se projeter au-delà du mois, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une contrainte qu'on leur impose. Et on décide de définir le cadre ensemble. Et on se lance pour la première itération. Donc là, on fait quelques itérations. Donc nos objectifs, clairement, c'est le désilotage. C'est aussi d'apporter de la visibilité au travers du management visuel, pour qu'on soit beaucoup plus aligné sur qu'est-ce qu'on fait, s'aligner sur les priorités tous ensemble, et avoir cette notion d'amélioration continue et que l'équipe s'engage dans le fonctionnement du projet et que ce ne soit pas le chef de projet uniquement qui porte tout ça. Alors, si on regarde un petit peu en termes de résultats et de succès, déjà, il faut comprendre que donc là, on parle de deux entités, enfin deux BU, 2 divisions au sein d'un même groupe. Et donc, Alexia, tu disais, il y avait eu un démarrage de transformation agile à ce moment-là, qui avait déjà poussé depuis peut-être 2 ans, je crois, avant de démarrer dans cette nouvelle division. Donc, avec des personnes différentes, un contexte différent. Et donc là, on est à peu près à 6 mois et on a démarré, donc, comme tu disais, 2 pilotes. En termes de succès ou de choses visibles, alors il y a des choses qui n'ont pas bien marché. Hein. Et là, on va d'abord voir les choses qui ont bien marché. Probablement aussi liées au contexte de l'équipe, les personnes, bien sûr, et puis aussi la taille de l'équipe. Là, sur un des 2 pilotes, il n'y avait même pas une dizaine de personnes. C'était beaucoup plus facile ailleurs où déjà il y a une complexité de créer une équipe pas trop grande. Donc là, dans ce cas-là, ce qui a bien marché, en fait, c'est qu'au début, les métiers étaient un peu crispés, du style ah ben, le marketing, donne-moi la spec, hein, sinon je n'ai rien. Et après, oui, mais calme-toi, justement, on va en discuter de quoi tu as besoin, etc. Donc les métiers ont parlé et vraiment, ça a bien marché. Le fait que régulièrement, ils parlent, qu'ils décident, donc qu'il y ait ce rythme-là et qu'ils décident ensemble à intervalles réguliers, c'était voilà, ils étaient vraiment, ça a été vraiment très apprécié. Donc là, on voit des exemples de délit. Alors, les photos ne viennent pas de l'entreprise, je n'ai pas trouvé les photos. Par contre, le board vient du vrai projet. Voilà, ça c'est un succès et ça a apporté simplement du plaisir et de l'énergie, du coup de l'engagement. Deuxième aspect, donc il y a eu des démos, enfin des revues pour apporter de la transparence sur les idées, les concepts. On ne pouvait pas effectivement démontrer des vrais produits. En plus, c'était une phase plutôt amont ici. Il s'agissait d'identifier des pistes possibles, des options possibles, et puis lesquelles sont départagées. Donc, il y a eu des revues, et puis il y avait une personne dans l'équipe, mais qui a passé pas mal de temps à faire des prototypes chez lui dans le garage, avec du carton, du plastique. Et vraiment, il s'est régalé à faire des vidéos, et ça a plu énormément. Donc voilà, chaque mois, il y avait... et ça devenait le show. Et, et vraiment, le management, les parties prenantes étaient vraiment ravis, et ça apportait... Il y avait une vertu pédagogique là-dedans. Voilà, on parle vraiment de vraies choses. C'est appréciable, on comprenait mieux les questions posées par l'équipe. Et il y avait quelque part aussi une vraie émulation, parce qu'il y a d'autres équipes qui démarraient des choses, et c'était un peu la compète en fait, entre les équipes, à celui qui va faire le meilleur démo. Il y a eu rapidement, spontanément, fait aussi des applaudissements. Et ça, c'est bien aussi. Parce que trop souvent, on a des organisations où on a des instances de pilotage où on va plutôt dire quel problème on a, mais voir éventuellement, si on a peut-être peur de parler des problèmes parce qu'on sait que ça va nous retomber dessus. Là, on est capable de montrer des choses, poser des questions, et on reconnaît le travail qui a été fait. Donc ça, c'est vraiment un des avantages importants du cadre qu'on met en place. Bon, donc ça, c'était les succès. Et donc, au bout de 6 mois, il y a eu une espèce une espèce d'énergie en place et
Et ouais, et nous, on a commencé à entendre, ouais, oh, super, ah, mais on est agile, ah, c'est super ce que vous faites, ouais, ça y est, on est agile. Alors, avant d'en dire un peu plus, un petit sondage. Voilà, dans cette situation où il y a quand même quelque chose qui commence à monter, et puis en même temps, ouais, un peu on s'applaudit, on s'auto-félicite, et puis le sentiment d'être arrivé à quelque chose, et peut-être qu'on a déjà terminé le chemin. Là, le sondage, on vous dit, dans cette situation, qu'est-ce que vous pouvez prendre deux choix. Premier choix, génial, ils sont agiles, donc bon, bah, là maintenant, on peut arrêter le coaching, hein, on peut aller accompagner d'autres équipes. Réponse numéro 2, c'est au fait, peut-être que les objectifs de la transformation agile peut-être ne sont pas atteints. Il faut peut-être se questionner sur où est-ce qu'on veut aller. Option numéro 3, super, on devrait mettre les autres équipes en compétition. C'est super ce qui se passe. Voilà, on va profiter de cette situation. Dernière réponse, la 4, on peut peut-être se questionner sur l'agile. Qu'est-ce que ça veut dire être agile? Est-ce que, voilà, peut-être qu'on ne comprend pas tous la même chose derrière. Alors, qui pense que la réponse 1, est-ce que vous pensez la réponse 1, elle est correcte pour vous? Alors, sur Zoom, vous pouvez... Est-ce que le son est mieux à distance? Ils peuvent répondre en parlant. Vous pouvez parler aussi, n'hésitez pas à dire oralement. Sinon, faites un levez la main si vous pensez que c'est bien. Donc, personne ne lève la main. Réponse numéro 2, au fait, on s'interroge, mais peut-être que l'objectif de la transfo, on l'a peut-être pas atteint. Ok. Ok, là, on lève plus la main. Réponse numéro 3, c'est on va profiter justement de cette émulation pour aller essayer de tirer un maximum les pratiques et les comportements qu'on voit. Alors là, personne... Non, en fait, pour ceux qui ne voient pas, il y en a des pouces en bas même, dans la pièce. Et réponse numéro 4, peut-être qu'on pourrait s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire être agile. Alors là, il y a plein de mains qui se lèvent. Très bien, ok, super, merci. Alors, effectivement, je pense qu'on partage pas mal les opinions exprimées là aujourd'hui avec vous. C'est que on a l'impression que ouais, l'objectif, ça va être d'être agile, et puis comme si c'était c'était un but en lui-même. On est agile, on a terminé, on est agile, super, on fait des démos, il y a des applaudissements, c'est génial, ouais, j'ai la pêche et tout, c'est super, on fait des post-it. C'est un but, et ce qui est énorme, c'est que c'est aussi une justification. Dès qu'il y a quelque chose qui est fait, on est agile. Ah si, là, on n'a pas fait ça, on a fait ça, on est agile. Et le fait de dire on est agile, c'est magique, c'est justification, on a le droit de le faire, c'est tout bon. C'est le mot qu'on entend de partout. Alors, je ne vais pas dire dans les couloirs de la situation, hein, dans les réseaux. Et deuxième pensée, effectivement, c'est qu'est-ce que ça veut dire être agile? Et l'agilité, c'est bien souvent plutôt un chemin, une destination que quelque chose. C'est plutôt un chemin qu'une destination. Un peu en lien avec le bonheur. Hein. On dit souvent le bonheur, c'est quelque chose qui est un chemin finalement. Et à chaque moment, on peut extraire quelque chose, obtenir les fruits de son état. Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cette situation? Alors nous, c'est ce qu'on a fait. Alors, idem, hein, c'est notre histoire. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Nous, c'est le choix qu'on a fait. C'est qu'on s'est dit, on va monter un outil. Le Agile Maturity Self-Assessment, en fait, l'idée, c'était de créer un outil pour que les équipes évaluent leur maturité au niveau de l'agilité. Alors, quand je dis évalue, j'aime pas ce terme, mais je n'ai pas trouvé de terme comparable. C'est pas dans une histoire de contrôle, c'est bien, c'est pas bien, tu es à tel niveau. C'est plus juste qu'elles sachent où elles en sont au niveau de l'agilité. Alors, cet outil, clairement, c'est volontaire, il n'est pas du tout exhaustif au niveau de l'agilité. Il est totalement orienté par rapport aux objectifs de la transformation agile qu'on veut obtenir et par rapport au contexte et à la situation qu'on a. Et aussi pour les faire tilter sur les sujets qu'on veut les faire travailler. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de... L'objectif, ce n'est pas d'avoir un outil transposable dans toutes les entreprises, c'est vraiment 100% personnalisé et clairement orienté. Orienté par rapport à quoi?
orienté par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre et par rapport au contexte de l'entreprise. Quel est le contexte, qu'est-ce qu'on observe, quelle est la situation et qu'est-ce qu'on voudrait voir faire évoluer. Et donc, alors, cette roue, je vais quand même rendre à César ce qui appartient à César, elle est largement inspirée de la roue de Jean-Claude Grosjean, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, on s'est clairement inspiré de cette roue-là pour la décliner dans notre contexte. Donc, avec des axes customer, autour de customer, équipe et mindset. Et en fait, donc l'idée, c'était sur chacun des critères obtenir une note de 1 à 4. Alors, évidemment, ce qu'on ne souhaiterait pas, c'est que les gens évaluent de manière subjective. Et on a défini pour chacun des différents critères. Alors là, c'est un copier-coller de quelques questions, juste pour donner un exemple, mais plein de questions. Et à chaque fois, en fait, on avait 4 choix qui étaient une évolution. Et en fait, donc clairement, l'idée, c'était d'avoir une évaluation par critères explicites et pour les guider où on voulait. Et le message, en fait, quand cet outil, on l'a décliné dans les équipes, c'était pas de dire il faut absolument être au niveau 4. De temps en temps, on est à 1 et c'est bien. Aujourd'hui, c'est peut-être pas là où il faut qu'on travaille. Et c'est pour ça qu'en fait, cet outil avait vraiment deux objectifs. C'était un, réinformer tout le monde sur qu'est-ce que c'était l'agilité et non l'agilité, c'est pas faire tout et n'importe quoi, c'est pas l'agilité. Et aussi, l'idée, c'était de s'approprier les objectifs de la transformation agile à son projet. Parce qu'en fait, on avait des objectifs qui étaient à l'échelle de l'organisation, mais qui étaient très générales. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que les équipes ne se les étaient pas du tout appropriées. Et donc, l'objectif aussi, c'était de décliner les objectifs de l'organisation à un plus petit niveau et qu'on se donne en fait un objectif de la transformation agile du projet pour un délai, pour un moyen terme, 3 mois, 4 mois, et pour engager les équipes en fait dans cette transformation agile et qu'ils ne le subissent pas. Dans le contexte, au début, c'est ce que je vous avais dit, c'est que cette transformation agile, elle est poussée par le management. Et là, on voulait un petit peu renverser la tendance pour les inviter dans cette transformation. Et du coup, comme tu l'as déjà un peu commencé à dire, c'est que l'intérêt de cet outil, ça a été de créer les conditions dans lesquelles on laisse aussi les personnes décider, en fonction du contexte et de leurs aspirations, on va aller d'abord dans cette direction plutôt que de celle-ci. Souvent, on nous dit que c'est que l'engagement, ça va avec la liberté. On dit, ouais, on veut s'engager. Mais s'engager, en fait, c'est une démarche qui est individuelle. Hein. C'est chaque personne, à un moment, qui décide de quelque chose, en général, vous êtes un peu plus engagé, il y a plus d'énergie sur votre propre décision plutôt qu'une décision qui est prise à votre place. En fait, c'est pas le même niveau d'engagement et d'énergie. En fait, ouais, à la fin, on aura du temps pour les questions. On ne l'a pas précisé. Mais... Du coup, on va passer sur un autre retour, si tu veux bien. Oui. Donc, ce qu'on a aussi essayé de déployer, c'est le visual management. Alors, il y a Alex qui parlait juste avant des jolis murs de post-it. Bien sûr, vu le contexte, les jolis murs de post-it physiques, ça ne pouvait pas exister, chacun chez soi. Donc, on devait proposer un outil digital. Et là, clairement, dans les équipes, c'est encore un autre outil. J'ai l'outil pour gérer les pièges, j'ai l'outil pour ceci, pour cela. Vous allez encore me mettre un nouvel outil. Et il y a clairement un frein pour s'approprier cet outil de visual management. Et donc là aussi, en travaillant sur les bénéfices, en essayant d'expliquer qu'est-ce que ça peut apporter, en forçant aussi la main, hein, clairement, on se retrouve avec quelques personnes qui s'approprient petit à petit l'outil. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait, ils vont se l'approprier et ils vont le personnaliser au niveau de l'équipe.
quand on est arrivé dans cette entité, il y avait aussi une idée de faire entre guillemets un copier-coller de ce qui avait été fait dans la précédente entité. Moi, j'ai travaillé dans la précédente entité, donc clairement, ils me disent qu'est-ce que tu as fait, copier-coller, ça a marché, le visual management fonctionnait bien de l'autre côté, on ne fait pas rien. Et c'est vrai, quand on arrive avec une solution toute faite, c'est quand même vachement compliqué derrière pour l'équipe pour s'approprier et pour avoir envie de le personnaliser. Ce machin, il est déjà trop complexe, ça ne marche pas. Donc, on est revenu à des choses plus simples. Et c'est là où moi, j'ai vu que ça se crantait. C'est qu'ils se disaient, ah bah tiens, si on peut faire comme ça, si on peut faire comme ça. Là, je vous ai mis différents exemples de visual management. On a des choses comme ça où c'est organisé par semaine avec les objectifs du sprint. Là où on a quelque chose où c'est plus post-it vert, c'est fait, post-it jaune, c'est pas fait, avec les différentes... là, en fait, on a un listing de pièces. Et on a donc fait pas fait sur les différentes étapes d'industrialisation des pièces. On a sur certaines équipes des choses où on a les risques qui sont mis en management visuel et on voit vraiment un engagement des personnes autour de cet outil. Pour une partie. Parce que le gros problème un des problèmes en tout cas dans ces projets matériels, ce que je vous ai dit dans le contexte, c'est qu'on a des délais très longs. Les labos, si on ne les réserve pas 6 mois à l'avance, on n'a pas de place. Donc, il y a des planifications qui sont importantes et qui étaient beaucoup gérées à travers de magnifiques MS Project. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai déjà vu des MS Project de 12 000 lignes, voire plus. C'est esthétiquement pas très joli. Et moi, personnellement, je me demande comment est-ce possible qu'un jour, les 12 000 lignes soient 100% à jour et qu'on puisse garantir ça. Mais n'empêche, le besoin de planification, il existe et il est nécessaire. On ne peut pas uniquement se focaliser au mois en disant advienne que pourra, sinon ça ne fonctionne pas. Et ça, on a vraiment eu un petit... ça a pris du temps, ça a été hyper compliqué. Et on voit que certaines équipes, elles commencent à switcher et que l'outil de management visuel, il est là pour gérer aussi cette planification. Et on gère les plannings, alors pas sous format post-it, mais sur des modes beaucoup plus visuels où les équipes, en fait, elles arrivent à rentrer dedans. Parce que le MS Project, franchement, je ne vais pas faire une généralité, mais c'est quand même, quand on n'a pas conçu le planning, c'est quand même super compliqué de rentrer dedans. Et juste petite anecdote par rapport à ça, sur un projet, je discutais avec un planificateur qui venait de rentrer et qui venait de remplacer en fait quelqu'un d'autre. Et il disait, mais moi, je refais le planning entièrement. Je ne comprends pas, en fait. S'il n'est pas construit dans ma logique, donc je suis obligée de le refaire entièrement. Et pourtant, c'est deux planificateurs qui sont habitués à MS Project, qui sont habitués à voir tous les liens, etc. Mais comme ce n'était pas sa logique, il le refaisait entièrement. Donc, imaginez de partager à 20, 30, 40 personnes, c'est hyper compliqué. Et clairement, pour embarquer les gens, 40 personnes sur MS Project, ça ne fonctionne pas. Et c'est là que ça a été chouette, c'est qu'on a réussi à l'embarquer autour du management visuel et ça a permis d'avoir une meilleure vision, un meilleur alignement de où on va dans l'équipe. Je parle beaucoup. Et moi, ça, c'est une phrase que j'ai entendue et qui m'a fait ultra... Ah ouais, je suis pas sur la caméra, je suis désolée. Et ça, c'est une phrase que j'ai entendue qui m'a fait ultra plaisir, c'est quand il y a une personne de l'équipe qui est partie sur un autre projet. Et là, il m'envoie un petit mail en disant Alexiane, comment on fait pour créer un visual management? Il faut que j'achète la licence, que je fasse quoi, etc. Je veux le déployer sur mon projet. Et là, je me suis dit, c'est génial. Alors, si on reprend l'histoire de Contes de fées avec Appienne, avec qui ils font beaucoup d'enfants, c'est le début, je trouve, de petits enfants, d'enfants et de petites graines qui poussent et qu'on arrive à déployer parce que le propre de notre métier, clairement, c'est quand on n'est plus là, ça continue à perdurer. Et quand les gens ils sont promoteurs de cette pratique par eux-mêmes, c'est génial. Enfin, pour moi, on a tout gagné. Une précision, le visual management, en fait, il marche quand les personnes en fait, le mettent à jour. On est bien d'accord. Hein. Et ce n'est pas une personne qui met à jour pour les autres. Hein. Donc, alors,
Tu parles de vision, effectivement, le vision management va être là pour partager une vision du travail à faire, de ce qu'il faut faire, soit de comment on s'organise pour atteindre ces objectifs-là. Après, pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé du client, de la vision produit. Ça fait partie des gros défis qu'on a, parce que déjà, on en a pas mal, vous voyez. Et on n'est pas non plus, on n'est pas une grosse équipe de coach. Hein. C'est une expérimentation qui a démarré avec 2 projets. Après, ça s'est un peu multiplié. Il y a eu plus de personnes, il y a eu plus de bras, à la fois en France et en Inde. Et par rapport à cette vision produit, effectivement, on a pu mesurer que c'était pas très clair, en fait, qui donnait le cap. Il y avait des gens qui décidaient, il y a d'autres personnes qui décidaient. Des fois, ça discute. Et puis, même des fois, on a pensé que dans un des projets, il fallait ici. Mais en fait, chacun pensait que l'autre, c'était clair, qu'on n'y allait pas, mais les autres ont compris que, en fait, on n'avait pas créé d'artefacts, en tout cas, on n'avait pas fait, par exemple, un document de vision, on dit pourquoi, comment, où, quand, etc. Et ça questionne la structure. Typiquement, c'est aussi quand on écoute et qu'on interviewe les personnes, souvent elles nous relatent ces histoires où en fait un produit ça a été un flop parce qu'en fait on a voulu contenter chaque fonction dans l'entreprise. Donc le marketing qui veut mettre le plus de valeur possible, au niveau engineering on essaye de vraiment d'aller dans la perfection. Alors la qualité veut absolument aucun défaut, tout soit parfait. Il y a un programme manager qui va dire qu'il faut vraiment réduire les coûts, de même que les usines, parce qu'on est dans un contexte où on peut avoir, la plupart du temps, des business units qui n'ont pas la même ligne hiérarchique que des usines, qui, eux, ont d'autres intérêts. Donc, chacun est en train d'optimiser ses intérêts. Au final, ça fait quelque chose qui est trop gros, trop parfait, trop long, etc. Donc, un manque de cohésion, peut-être de communication lié aux décisions produits. Un autre aspect, si on parle du produit, un produit, c'est qu'il y a toujours des clients. Et là, est-ce qu'on est dans un mode où le client il est très visible? En fait, là, on liste 4 facteurs, 4 indices qu'on voit qui sont des défis. C'est le marketing. Le marketing a tendance à discuter avec d'autres marketeurs et n'ont pas nécessairement l'accès à leurs clients. En tout cas, on est siloté par pays, par exemple. Donc, on ne peut pas les voir. Donc ça, déjà, le marketing est un peu... soit qu'il n'a pas conscience, soit que structurellement, il y a des processus en place qui fait que lui, il définit comme ça. Parce qu'avant, souvent, le marketeur, c'est un ancien concepteur. C'est quelqu'un qui connaît, en fait, les produits. Donc, pourquoi j'ai appris, je connais le terrain, maintenant, je suis capable peut-être d'imaginer les besoins. Deuxièmement, c'est montrer, alors on voit la valeur de faire des revues, des démos, de montrer des choses, mais montrer des choses quand même pas finies aux clients, c'est pas sérieux, quoi. Si on montre quelque chose, donc il y a cette notion un peu de perfection, non, on peut pas montrer, c'est pas terminé, qui bloque pas mal les esprits. Un troisième point, c'est aussi d'un point de vue structure, d'un point de vue process, peut pas aller, en tout cas, soit on s'interdit, mais soit aussi, c'est pas naturel d'aller connaître les clients et d'aller les voir. Il y a tout un processus, il y a des intermédiaires. On est relativement loin. Avec l'agilité, vous savez, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de sensibiliser vraiment les acteurs, les contributeurs à qui sont nos clients, le pourquoi, le sens, etc. Donc là, on est très très loin, parce que même les personnes comme le marketing, n'interagissent pas trop avec les clients. Et en fait, on est dans une tellement grosse organisation qu'il y a plein de couches dans tous les sens. Et pour aller voir le client, il faut d'abord contacter le marketeur pays. Et que si on va aller voir le client, il faut toujours emmener le marketeur pays, le commercial, pour s'assurer que le discours qu'on a, il va être cohérent par rapport à ça. Et en fait, c'est une machine de guerre pour arriver à attraper le client, et même pour le marketing. Donc, je ne vous parle pas de toute l'équipe qui va voir le client, c'est un vrai challenge. Alors, le dernier point, c'est par rapport à, en fait, à une époque, on poussait des produits et puis ça marchait et on ne se posait pas trop de questions. On est dans un monde où le marché change, etc. Et du coup, bien souvent, il y a des designers, des concepteurs qui s'expriment en fait. Ouais, moi je pense que c'est ça qu'il faudrait faire, c'est ça qu'il faudrait faire. Donc il n'y a pas encore cette culture d'intégrer le client dans le projet. Alors,
fort de cela, Donc, fort de cela, ça, c'est des pistes d'amélioration. Donc, clairement, ce pas des choses encore qu'on a mis en œuvre. C'est ce que je disais. Il y avait des objectifs de la transformation agile. On n'a pas poussé tout en parallèle. Et on l'a fait voilà, de manière itérative, incrémentale. Et donc, ça, c'est des idées qu'on a. C'est de, clairement, il faut travailler sur la vision produit, d'avoir qu'une seule personne qui porte ce rôle, légitimer le rôle de product owner et que ça ne vienne pas de différentes directions, notamment et également du management, pour brouiller. Les customer démos, présenter régulièrement, que ça devienne dans l'ADN, que ça devienne dans la culture, de présenter régulièrement et présenter des choses comme l'exemple de la 2 chevaux dans la conférence précédente. On montre quelque chose, oui, ce n'est pas finalisé. Maintenant, on veut tester cette fonctionnalité-là. Le reste, on peut mettre du placo et que ça fonctionne pour valider notre fonctionnalité. Donc, rentrer dans cette culture et travailler aussi sur la customer experience. C'est peut-être aussi, je ne sais pas si c'est un biais que du matériel, comme on est sur un objet physique, quand on va parler de customer démo, on va se focaliser sur le physique. Et il y a toute la customer experience qui vient de la partie consultation, d'avoir des devis, est-ce que le devis est compréhensible, la partie quand on va recevoir le produit, est-ce qu'il est, alors je vais utiliser une marque IKEA friendly, ou alors il faut d'abord que je prenne une pièce dans un carton, ensuite une pièce dans l'autre carton. Et en fait, de vraiment sensibiliser les gens qu'il faut tester sur toute la chaîne de la customer experience. Et également aussi d'avoir, en fait, il y a beaucoup de freins qui sont faits en disant c'est compliqué d'accéder aux clients, il faut tout organiser, tout. Mais un coup de fil, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des choses aussi qu'on peut simplifier et on se met beaucoup de barrières et casser aussi ces croyances. Et encore du temps sur la touche. Alors, tu disais c'est des idées, mais il y a certaines initiatives et puis il y a des grosses initiatives de restructuration sur les rôles, etc. Il y a vraiment des grosses organisations en cours pour adresser ces problèmes qui touchent à la structure. Alors, on s'approche de la fin. Avant de partager un peu ce que nous on a appris de cette expérience, un sondage. Donc, je vais vous poser la question. À votre avis, finalement, l'important, c'est quoi? Donc, il faudra faire 1, 2 avec votre main. Vous avez 5 doigts. Donc, réponse 1, l'importance, c'est d'aimer. Ou alors, c'est d'être agile. Quoi? Tu vas nous l'interpréter. Ah non, c'était moi qui devais faire. On a eu la Reine des Neiges déjà aujourd'hui, ça suffit. Donc, réponse 3, c'est de faire toujours mieux. Ça, c'est important. De faire de son mieux. Réponse 5, c'est de ne pas rater son train pour rentrer à Grenoble. Donc, je vous laisse vous exprimer avec les doigts, ceux qui sont dans la pièce, ou alors sur le chat du Zoom. À votre avis, c'est quoi l'important? On a du 1, 4. Et en chat, on n'a pas de vote. Dans le... Ah, mais ils sont loin de l'ordinateur pour expliquer. Ok. Bon. Moi, ce que j'aime bien, c'est les coachs, c'est quand ils ne répondent pas aux questions. Donc, qu'est-ce que nous, on retient? Alors, moi, déjà, comme message, c'était que nos rêves, ce n'est pas des méthodologies. Si on veut appliquer l'agilité au monde du matériel, il ne faut pas penser méthode, Scrum, etc. et appliquer au pied de la lettre. Pour moi, ça ne va pas fonctionner. C'est réfléchir où on veut aller, quels sont concrètement les bénéfices qu'on va atteindre et regarder en fonction de ça quel levier on met en œuvre, quelle pratique on met en œuvre. Alors, forcément, avec une cohérence, mais sortir en fait de la méthodologie. Moi, il y a quelque chose qui est assez important selon moi, c'est la façon de déployer, de planter des graines agiles, de transformer, etc. Tout ça, c'est les stratégies les plus gagnantes, c'est en fait d'utiliser l'agilité pour mettre en place l'agilité. Et comme j'ai entendu ça plusieurs fois aujourd'hui,
c'est quand même difficile à entendre quand quelqu'un vous dit ben, soyez agile, mais en même temps, la personne qui vous demande ça, qui essaie de prouver que c'est important, ben, ne montre pas qu'elle change, ne montre pas justement l'exemple. Donc l'agilité, ça veut dire l'utiliser ces valeurs pour aussi mettre en place. Donc c'est mieux si on invite, c'est mieux si on est transparent, c'est mieux si on co-construit ensemble. Et dans les autres messages, c'était former, utiliser l'agilité pour déployer l'agilité. C'est un message qui est aussi revenu plusieurs fois dans la journée. C'est avoir conscience que ça va prendre du temps. Il faut s'adapter aussi par rapport à l'organisation. On ne va pas pouvoir forcément déployer ça aussi vite qu'on veut. Romain Couturier parlait de patience. Moi, j'aime bien ça. C'est qu'il faut être patient. Et ce qui est super important dans ces cas-là, c'est quand on sait que ça va prendre du temps, c'est célébrer toutes les petites victoires. Parce que sinon, c'est plus. Et en fait, il y a plein de petites choses qui crampent. Et c'est vraiment important de les mettre en lumière. Parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts. On va s'arrêter, il est 17h, parce que je crois qu'il y a la keynote qui va démarrer. Je vais juste prendre une question ou deux, mais enfin, je ne sais pas. Cyrielle est partie pour la keynote. D'accord. À ce moment-là, on conclut, on dit au revoir, et puis on regarde à distance s'ils n'ont pas de questions quand même. Est-ce que vous avez des questions, surtout les personnes à distance? Alors, allô? Non, pas de questions du côté du groupe hippie. Ok, vous avez bien dormi, c'est ça? La sieste était sympa, ouais. Merci. Super. Non, c'était très bien, merci. Merci beaucoup pour le retour d'expérience. Merci côté ETA aussi, merci beaucoup. On bascule sur la keynote. Merci, pas de questions non plus ici. Merci, bonne keynote, et voilà, et encore merci aux organisateurs, super, top, et aux partenaires. Super tous les dessins. Ah, merci.